Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Interview à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion. Avec nous aujourd'hui Éric Pauget, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Pauget. Bonjour. Éric Pauget, on a vu les manifestations du 1er mai, cette vague de violence, plus de 400 policiers ont été blessés, l'un d'entre eux a même été grièvement brûlé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter et pour stopper cette spirale de la violence ? Alors d'abord, ce qui est inédit, c'est qu'on n'a jamais atteint ce seuil de violence dans notre pays suite à des contestations sociales. C'est à mes yeux inacceptable, c'est insupportable. Et il ne faut pas oublier que les policiers et les gendarmes, ce sont la force à la loi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour protéger la démocratie, pour protéger le droit de manifester. Jeter un cocktail Molotov sur un policier, il s'enflamme. C'est un acte où on cherche à tuer un policier. Et là, il y a un vrai problème dans notre société. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut une réponse beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme de la part de la sphère publique, de la part de l'État pour protéger nos policiers et nos gendarmes. Cette réponse, elle pourrait être sous quelle forme ? Alors, il y a plusieurs sujets. On parle en ce moment d'un nouveau texte anti-casseurs. Pourquoi pas ? Mais je crois que surtout, il y a un chiffre, moi, qui m'interpelle et qui m'a été remonté par des policiers eux-mêmes. C'est que lorsqu'il y a des interpellations lors des manifestations, des gardes à vue, il n'y a que 40% de ces gardes à vue qui ont une suite pénale. Et ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que lorsque le policier fait son travail dans le cadre d'une manifestation, lorsqu'il interpelle quelqu'un, qu'il l'amène en garde à vue parce qu'il estime, ce sont des professionnels, c'est régi par des codes de procédure, qu'il l'amène devant la justice, uniquement 40% ont une suite pénale et judiciaire. Pourquoi ? La vraie question, c'est pourquoi. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on n'arrête pas forcément les bonnes personnes et que les arrestations sont pas bien ciblées ? Non, moi je ne veux pas laisser dire ça. Nos policiers, nos gendarmes sont formés, sont des professionnels. Il y a des règles d'intervention, ils s'entraînent tout au long de l'année. On a peut-être un des corps de policiers et de gendarmes les plus rigoureux, les plus professionnels en Europe. Je le dis sincèrement. Le vrai problème, c'est que derrière, moi je pense que, c'est peut-être pas politiquement correct ce que je vais dire, il faut qu'on aille vers une restriction du pouvoir d'appréciation des juges. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, des peines minimales et que quelqu'un qui jette un cocktail Molotov sur un policier, lorsque les policiers l'attrapent, l'amènent devant la justice, il faut que dans les heures qui suivent, il y ait une condamnation ferme. On ne peut pas se permettre, malheureusement, et ce n'est pas politiquement correct ce que je vais dire, d'appliquer tout un dispositif d'état de droit parce que ça conduit à cette impression d'impunité. Et là, on est bien plus que d'impunité. Vouloir tuer un policier, il ne faut pas oublier que demain, si les policiers et les gendarmes ne nous défendent plus, ce sont les plus fragiles au sein de notre démocratie et de notre République qui en pâtiront. Et là, on atteint un seuil qui est inacceptable. Ça fait 4 mois qu'on est dans un état de contestation sociale permanent. Il y a les violences qu'on évoque. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre pays ? Moi, je pense que Emmanuel Macron a une lourde responsabilité sur l'état dans lequel est le pays. Il a trop tendance, depuis qu'il est président de la République, parce qu'on a l'impression de faire comme si ça faisait que quelques mois, mais ça fait déjà 6 ans qu'il est président de la République, il a trop tendance à mépriser ce qu'est la France, ce qu'est la République et ce que sont les corps intermédiaires. Et on en pâtit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à force d'exacerber les corps intermédiaires, à force de ne pas prendre en compte les souffrances et les fragilités de ce pays, à force de mépriser les élus locaux. On nous a longtemps parlé du couple maire-préfet, mais le nombre d'exemples où la confiance est rompue, elle est tous les jours. Les élus locaux, les parlementaires que nous sommes, les syndicats, tout ce qui fait la République française, je pense que l'exécutif actuel a trop tendance à s'en dissocier, à s'en éloigner. Et ça contribue à ces violences dans la société, et ça contribue à cette exacerbation de nos concitoyens. Donc moi, je pense que la première responsabilité, elle est là. Sur l'objectif final, il peut y avoir des points de convergence, mais sur la manière d'y arriver, sur la méthode, clairement, il faut revenir à ce qu'est la France et à ce que sont les Français. Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour convaincre. Qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir ? Alors, déjà, je pense que parler de 100 jours, au bout d'un an de mandat, en se succédant à lui-même, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que c'est un aveu d'échec et un aveu de faiblesse. Moi, je pense que malheureusement, ça risque d'être plus des paroles que des actes, puisque s'il avait derrière changé son équipe exécutive, s'il avait pris
un exécutif peut-être plus politique, un exécutif qui tienne compte de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les corps intermédiaires dans notre société, et pas a posteriori. L'exemple même, c'est les retraites. Pourquoi les retraites se passent aussi mal dans notre pays? Parce que ce n'est pas une vraie réforme qui, depuis 1 an ou 1 an et demi, aurait dû discuter avec les syndicats, discuter avec les élus locaux, discuter avec les parlementaires. Enfin, je me rappelle que sous Sarkozy, sous Chirac, on a réformé les retraites. Ça a été difficile, mais on y est arrivé. Il n'y a pas eu ce degré de violence dans la société. Donc, annoncer au bout d'1 an de deuxième mandat les 100 jours, un petit peu comme les 100 jours de Napoléon, moi, je suis très inquiet. Certains, au sein des Républicains, plaident pour un accord de gouvernement avec la majorité. Ce scénario, il faut l'exclure absolument. Mais on ne se rejoint pas ni sur la méthode ni sur la finalité. Donc, faire un accord de gouvernement pour apaiser ponctuellement le pays, ça ne sert à rien. Il y a des vrais sujets à traiter. Sur le régalien, on a des différences majeures. On le voit bien sur l'immigration. On a un problème d'immigration majeur dans notre pays, nous, dans notre département. Et ça fait 1 an et demi qu'on nous bassine avec un texte sur l'immigration. Rappelez-vous au moment des présidentielles et des législatives l'année dernière, où Gérald Darmanin nous parlait déjà d'un texte sur l'immigration global, saucissonné, qui commence au Sénat, qui s'arrête. Le président de la République lui-même nous dit il y a quelques semaines, c'est une priorité avant l'été. 15 jours après, il est désavoué par sa première ministre qui dit « Ah ben non, on reviendra à l'automne ». Donc on sent bien que sur des sujets majeurs, et notamment sur le régalien, ils n'y sont pas. Et il peut y avoir de républiques et de nations et d'États forts que s'il y a un régalien fort. Et aujourd'hui, là-dessus, il n'y a pas de convergence possible. Éric Ciotti, le président des Républicains, va convoquer des états généraux de la droite au mois de juin. Quelles sont les conditions pour relancer les Républicains ? Alors, déjà, Éric Ciotti, il a été élu en décembre l'année dernière, président d'une formation politique qui était en difficulté, il faut le reconnaître. Il faut être lucide et humble. Et que la séquence de la réforme des retraites n'a pas aidé à sortir des difficultés. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il faut le dire. Les 3 premiers mois ont fait l'objet de divisions en interne, de visions différentes. Donc la tâche n'est pas facile pour lui, mais il s'affaire à mettre en œuvre ce dont pourquoi il a été élu. Et une des premières étapes, ça a été il y a quelques jours avec le lancement d'une certaine idée, ce média qui a vocation à sortir du cadre uniquement des Républicains, à parler à la société civile et être un outil qui permet de reparler aux Français sur des valeurs et des idées de droite. Et la deuxième étape importante, c'est à la mi-juin de proposer une sorte de rassemblement qui nous permette de redéfinir nos positionnements. Moi, je pense qu'on a besoin de revenir à ce qu'est la droite, sur le régalien, sur la liberté, sur la solidarité aussi. On oublie trop souvent que la droite, c'est les grandes lois sur le handicap de Jacques Chirac, c'est Simone Veil. Donc on a besoin de revenir sur des thématiques fortes, de redevenir lisibles et ensuite de faire preuve de courage pour les mettre en œuvre. Parce que c'est peut-être ça dont on a manqué au cours des dernières années. Alors, vous avez évoqué l'immigration. Notre département est aux premières loges face à la crise migratoire. Il doit notamment gérer, et c'est la prérogative du conseil départemental, l'accueil des mineurs non accompagnés. En la matière, est-ce que l'État joue suffisamment son rôle ? Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, c'est vrai que les lois prévoient que les départements ont en charge au titre du social les mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ces politiques sociales et humanistes, qui sont de bonnes politiques, sont dévoyées parce qu'on a un autre problème, qui est un problème de migratoire non maîtrisé, non contrôlé, qui est en train de nous envahir. C'est ça le fond du problème. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les capacités du département des Alpes-Maritimes sont totalement saturées, au détriment de jeunes mineurs de notre département qui pourraient avoir besoin de ces dispositifs. Il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, je pense que l'État doit reprendre la main, oui, sur le problème migratoire. Et lorsque l'État aura clairement repris le problème migratoire et aura mis des moyens, de la volonté et une ferme décision de vouloir gérer ces problèmes de migration, le département pourra, lui, se consacrer... Il ne traite pas ce problème aujourd'hui, le problème migratoire, le gouvernement ? L'État se repose sur le conseil départemental en disant c'est la charge du conseil départemental, mais le conseil départemental, il a des moyens importants, mais il est complètement submergé. Enfin, moi, dans ma circonscription, c'est incroyable. Un hôtel réquisitionné à Antibes, il y a quelques mois en arrière, un hôtel réquisitionné. Et dernièrement,
un hôtel préempté, les mots sont importants, pas réquisitionné, mais préempté sur Châteauneuf-de-Grâce dans ma circonscription. C'est-à-dire que la sphère publique, État, département, est à bout de souffle par rapport au problème migratoire. Donc le problème, ce n'est pas les politiques envers les plus fragiles qui sont nécessaires, c'est le fait qu'on n'arrive pas à endiguer et avoir une réponse assez ferme sur la frontière italienne et sur le problème des migrations. Et permettez-moi, quand j'entends hier le ministre de l'Intérieur qui se permet de critiquer l'État italien, mais c'est une faute majeure, c'est une faute politique et c'est une faute, c'est une erreur diplomatique. Au contraire... Il n'avait pas à dire ça, Gérald Darmanin. Mais bien sûr que non, il n'avait pas à dire ça dans l'État où on est. On a besoin de plus de coopération avec l'Italie. Est-ce qu'on croit quoi, nous, la France, 66 millions d'habitants, qu'on va gérer le problème à nous tout seuls? On a besoin de bien s'entendre avec les Italiens, de coopérer avec les Italiens, parce que si les Italiens lâchent la digue de l'Italie, mais l'afflux migratoire, il va se démultiplier par 10 chez nous. Donc je pense que c'est une erreur diplomatique et une erreur politique de la part du ministre de l'Intérieur. Elisabeth Borne a annoncé lors de la présentation de sa feuille de route le renfort de 150 policiers et gendarmes dans les Alpes-Maritimes. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il y a plusieurs niveaux. Je pense que déjà, à l'échelle de l'Europe, il faut muscler, renforcer ce qu'on appelle Frontex, c'est-à-dire les gardes frontières européens, pour que l'Europe redevienne étanche. Et après, sur les lieux de passage clairement identifiés en Europe, notamment en France, Italie, chez nous, il faut que les États se musclent aussi. 150 policiers et gendarmes, est-ce qu'ils vont venir à la place de ceux qui existent, qui sont déjà là? Est-ce qu'ils viennent en plus? Et étant donné l'afflux de migrants et nos tensions avec l'Italie, est-ce que ça va être suffisant? Moi, j'en doute. Moi, je pense qu'il faut qu'on se dote de nouveau de douaniers, d'équipes de douaniers très fortes, voire en attendant faire appel à des militaires pour protéger cette frontière. Moi, je suis allé le week-end dernier en villégiature en Italie, ça ne me gêne pas de m'arrêter, de présenter ma carte d'identité. Aujourd'hui, on passe la frontière italienne trop facilement. Et ces migrants le savent. Et continueront à venir à passer, d'autant plus que derrière, on apporte nos solutions humaines et sociales par rapport notamment à la problématique des mineurs. Pourquoi vous voulez qu'ils ne viennent pas? Donc il faut une position beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme, et ça veut dire qu'il faut dans l'immédiat, dans l'urgence, beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de volonté. 150 gendarmes policiers, c'est un plus, mais ce n'est pas à la hauteur du problème. Vous présidez, Éric Pauget, le groupe d'études police municipale de l'Assemblée. Vous recevrez à ce titre la semaine prochaine David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Quel est le message que vous lui délivrerez ? Alors, on va l'accueillir et l'auditionner pour que lui nous donne la position de l'AMF qu'il préside, donc qui est l'organe qui rassemble tous les maires de France, sur leur vision quant aux polices municipales. Pourquoi ce groupe d'études et pourquoi l'audition de David Lisnard? Aujourd'hui, dans le régalien et dans la sécurité, la réalité, c'est qu'il y a 25 000 policiers municipaux en France, il va y en avoir à peu près 35 000 dans les années qui arrivent, soit 10 000 de plus, et qu'on s'aperçoit qu'une grande partie de la sécurité de proximité, de la sécurité du quotidien, ce n'est plus l'État qui la gère, mais ce sont les communes. Et donc ça doit nous interpeller, parce que ce n'est pas une compétence d'une commune, qui a des coûts très importants, et que certains, nos concitoyens qui devraient trouver une certaine égalité vis-à-vis de la première des libertés, la première des missions qui est la sécurité, il peut y avoir des inégalités territoriales. Donc aujourd'hui, la question c'est quelle meilleure reconnaissance et quel meilleur statut pour les policiers municipaux? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans leur pouvoir, et notamment dans leur pouvoir judiciaire, et est-ce que l'État est prêt à nous accompagner? Et après, l'autre aspect, c'est bien sûr, d'entendre David Lisnard au titre des maires, puisque ce sont les maires qui payent et qui financent. Est-ce que les maires sont favorables à plus de pouvoir à leurs policiers municipaux? Est-ce qu'ils sont favorables à développer les moyens en termes de sécurité, en termes de vidéoprotection, de vidéosurveillance, en sachant que tout ça, ça a des coûts? Et la question légitime que moi je me pose, c'est où est l'efficience de ces moyens? Jusqu'où ces moyens de contribuables locaux pour leur sécurité doivent-ils aller et comment mieux les rentabiliser? Et c'est autour de toutes ces questions qu'on va échanger avec David Lisnard mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Vous allez écouter David Lisnard, mais votre point de vue à vous, notamment sur le renforcement des pouvoirs des policiers municipaux, est-ce qu'il faut aller est-ce qu'il faut s'engager sur cette voie-là? Alors, à partir du moment où ces moyens sont présents et dépensés par les communes, moi, je suis pour une meilleure efficience. Efficience, ça veut dire que par exemple, sur le code de la route, lorsqu'il y a des contrôles routiers, aujourd'hui, un policier municipal, il doit être présent avec un policier national ou un gendarme, parce qu'il n'a pas le statut d'officier de police judiciaire.
est-ce que dans des cas comme ça, on ne pourrait pas améliorer les choses et permettre que tout ce qui concerne le code de la route, des policiers municipaux formés, expérimentés, agréés par le préfet et par le procureur, ne puissent pas remplir ces tâches sans avoir besoin d'un policier national, et donc on rendrait des moyens à la police nationale, pour faire simple. Donc moi je suis favorable à ce qu'on aille plus loin dans la délégation judiciaire de l'État, dans un cadre constitutionnel et dans un cadre juridique acté et cadré, parce que ces moyens sont là. Et l'efficience des moyens publics et des communes, c'est un sujet majeur aujourd'hui quand on connaît la situation financière de nos communes. Sur un autre sujet, la saison des incendies a démarré très tôt, dès le mois d'avril. Le département des Alpes-Maritimes est-il prêt à affronter la saison à haut risque qui arrive ? Alors c'est un sujet majeur parce qu'on s'aperçoit qu'on parle de saison à haut risque. Malheureusement, le constat, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de saison. Les feux de forêt, les incendies, malheureusement, s'annualisent, sont de plus en plus violents, il y en a de plus en plus. Nous, le département des Alpes-Maritimes est un département qui est plutôt bien armé depuis des années, parce qu'on a été confronté à ces sujets au cours des 50 dernières années. On a un SDIS, qui est l'organe qui gère les pompiers et les sapeurs-pompiers dans le département, qui est un des meilleurs de France. Et qui est très bien équipé. Qui est très bien équipé et qui est un modèle en termes de moyens, d'intervention, de volonté politique d'intervenir. Aujourd'hui, il faut qu'on aille, à mon avis, plus loin dans le fait de rendre des moyens à ces SDIS. Je m'explique. Il y a un texte qui arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, dont je suis co-rapporteur avec des collègues de la majorité. Et on va travailler sur d'abord tout ce qui est aspect meilleur débroussaillement, prise en compte des forêts. Il y a tout un aspect important là-dessus. Mais moi, il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est comment rendre plus de moyens aux SDIS, notamment en allégeant leur fiscalité. Aujourd'hui, les SDIS payent des taxes fiscales très importantes sur les carburants. C'est pas normal que l'État ponctionne les SDIS. On pourrait abaisser cette fiscalité pour rendre des moyens et donc mieux s'équiper. Donc voilà l'objet. Et puis il y a un deuxième sujet très important dont je vais avoir la charge, qui est le fait de favoriser l'embauche des sapeurs-pompiers volontaires. Les Alpes-Maritimes, c'est un SDIS où il y a un corps de sapeurs-pompiers professionnels très important. Il y a des volontaires, mais il y a certains départements en France qui se tournent à 80-90% qu'avec des sapeurs-pompiers volontaires. Et on s'est bien rendu compte l'été dernier qu'on a besoin de mobiliser ces sapeurs-pompiers volontaires. L'idée, c'est qu'on va essayer de créer des allègements de charges sociales pour les employeurs, pour favoriser l'embauche et la mise à disposition de ces sapeurs-pompiers volontaires. Vous avez bon espoir que ces propositions aboutissent et aboutissent rapidement ? Oui, parce que ce texte, il nous vient du Sénat. C'était une initiative sénatoriale transpartisane. Il a été voté au mois de mars unanimement au Sénat, toutes tendances politiques confondues. Il arrive maintenant à l'Assemblée nationale. Et si je suis co-rapporteur avec des collègues de la majorité, c'est parce qu'il y a une volonté de l'Assemblée d'avoir un vote unanime et transpartisan sur un sujet aussi majeur que la défense de nos pompiers et que la défense incendie et la prévention du risque de feu de forêt. On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle. Il se trouve que c'est un domaine dans lequel le département des Alpes-Maritimes est en pointe. Est-ce qu'il est nécessaire de renforcer cette spécificité des Alpes-Maritimes ? Alors, pas que les Alpes-Maritimes. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que la France veut jouer un rôle dans l'avenir sur cette nouvelle technologie qui sera partout demain, ou est-ce qu'on veut être uniquement des consommateurs d'IA ? Et quelque part, ça renvoie à notre souveraineté. Consommateurs d'IA, de l'IA américaine ou de l'IA chinoise. C'est ça l'enjeu. Nous, on a la chance dans les Alpes-Maritimes d'avoir un conseil départemental, et là je salue Charles Anginesi qui est très à la pointe sur ces sujets, puisqu'on a une maison d'intelligence artificielle à Sophia Antipolis, et qu'on a un des 4 instituts 3IA, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire 4 instituts au niveau national qui concentrent des chercheurs, qui concentrent de la recherche sur l'IA. Aujourd'hui, on arrive au bout de la vie de ces 4 IA, et j'ai interrogé pas plus tard qu'il y a quelques jours à l'Assemblée la ministre de la Recherche pour avoir les assurances que le gouvernement français allait bien reconduire les crédits, voire les augmenter sur la recherche en intelligence artificielle. Parce que si on ne fait pas cet effort, c'est notre souveraineté qui sera remise en cause dans les 10 ans qui arrivent. Donc la France risque d'être absente si on ne met pas les moyens et les moyens rapidement. Totalement. Aujourd'hui, c'est les Américains et les Chinois qui se partagent le monde. L'Europe, il faut savoir que le Royaume-Uni, par exemple, les Anglais, ont dépensé 18 milliards d'euros au cours des 10 dernières années. Au même moment, la France en dépensait moins de 6, 3 fois moins. Si on décroche sur la recherche de l'IA,
on décrochera en termes de la place de la France dans le monde dans les années qui arrivent. Et puis, c'est un enjeu, comme je vous le dis, de souveraineté. Si demain, on n'est plus que des consommateurs d'IA américaines ou chinoises, on n'aura plus de latitude d'intervenir, de nous développer économiquement. Le phénomène ChatGPT pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut réfléchir d'ores et déjà à une régulation de ces solutions d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est déjà pas trop tard? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on est en mesure de réguler quelque chose qui peut-être nous dépasse déjà à l'heure où on se parle? A priori, quand on pose la question comme ça, oui, on a envie de dire oui, on va régulariser, on va essayer de réguler, on va essayer d'encadrer. Mais est-ce qu'on en a vraiment la capacité, les moyens, et est-ce que c'est déjà pas trop tard? Est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux gérer un peu comme dans les problèmes de risque, la culture du risque, la culture de l'IA, la culture du numérique, la culture d'Internet vis-à-vis de nos concitoyens et des jeunes générations, de leur apprendre l'intérêt de ces nouvelles technologies, mais aussi de leur apprendre le risque qui se pose avec ces nouvelles technologies. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Alors, une dernière question un petit peu plus personnelle, Éric Pauget. Éric Pauget, quand est-ce que vous prenez des vacances? Parce que quand vos collègues de l'Assemblée partent en congé, vous endossez le costume de gérant de camping. Tout à fait. Alors, comment vous conciliez ces deux activités? Vous savez, moi, j'aime ce que je fais. C'est une chance aujourd'hui, j'aime ce que je fais. J'aime mon engagement public et politique et je m'y consacre à 100%. Et j'aime mon statut de commerçant. Je suis gérant d'un terrain de camping à Biot et j'en suis très fier parce que ça me permet de rester les pieds sur terre. Ça me permet de rester en contact avec les réalités. Je sais ce que c'est que d'embaucher du personnel, je sais ce que c'est que de recevoir des clients et je sais ce que c'est que de payer des impôts. Donc c'est très important pour moi, ça me permet de trouver un certain équilibre. La problématique du loisir ou des vacances, peut-être elle viendra, mais aujourd'hui, moi, je me fais plaisir dans ce que je fais. Et donc, je me donne à 100% dans mon mandat politique, à 100% pour ma circonscription et à 100% dans mon commerce, ce qui me permet aussi une certaine indépendance de vue dans ce monde politique est très particulier. C'est-à-dire que si moi, demain, ma vie politique devait s'arrêter, eh bien, je reste commerçant et je vis de mon commerce. Et ça vous donne une certaine autonomie, une certaine indépendance, un certain recul par rapport à votre engagement politique. Et je pense que c'est sain. Merci beaucoup, Merci Éric Pauget. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini et Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.